Salam alaikum Azul, bonsoir. Monsieur Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, a présidé aujourd'hui le Haut Conseil de sécurité de la même République algérienne démocratique et populaire. Rappelons que c'est ce même Haut Conseil de la sécurité qui avait décidé, le 18 mai 2021, de classer les mouvements Rachad et MAC comme organisations terroristes. OK ? Alors, voici un communiqué de la présidence de la République algérienne démocratique et populaire à cet effet. Écoutez, je cite. Le Haut Conseil de la sécurité s'est penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits Rachad et MAC pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité et décider, rappelez-vous de ce verbe, décider dans ce cadre de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles. Vous avez bien entendu, le HCS a décidé dans ce cadre de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles. A décidé. D'accord ? Mais allons voir ce que dit la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire dans son article 197 sur ce même HCS et sur ses attributions. Écoutez bien, je cite d'abord l'intitulé du titre et de la section constitutionnelle. Titre 5, des organes consultatif. Et le titre 5.2, le Haut Conseil de sécurité. Article 197, le Haut Conseil de sécurité est présidé par le président de la République. Le Haut Conseil de sécurité est chargé, écoutez bien s'il vous plaît, d'émettre des avis au président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale, fin de citation. Vous avez bien entendu, le HCS est chargé d'émettre des avis au président de la République, des avis et non pas de décider. C'est un organe consultatif qui n'a pas pouvoir ni prérogative de décision sur les questions sécuritaires. Et même s'il est présidé par le président de la République, démocratique, algérienne, démocratique et populaire. Ça reste deux prérogatives séparées. La procédure constitutionnelle aurait donc voulu que ce Haut Conseil de sécurité fasse une recommandation et laisse au président de la République algérienne démocratique et populaire toute latitude de décider ou non. Et n'importe quel étudiant en première année de droit vous le direz. Et M. Tebboune aurait très bien pu obtenir les mêmes résultats, de classer donc ces deux mouvements comme organisations terroristes, tout en respectant les dispositions constitutionnelles, en commençant lui-même, tout président qu'il est, par respecter la Constitution dont il est le garant supposé de son respect. Ce sont là des travers quasi systématiques d'un régime qui ne peut pas s'empêcher de violer lui-même ses propres lois et sa propre constitution. Rappelez-vous, pour mémoire, comment Tebboune, le président de la République algérienne démocratique et populaire, avait violé le principe de présomption d'innocence dans l'affaire Drarni. Il l'avait fait de façon brutale, vulgaire, en direct à la télévision et sans être rappelé à plus de retenue par les propres confrères du journaliste qui avait été ainsi violenté dans ses droits les plus élémentaires par le pseudo-premier personnage du pseudo-État. Mais il faut dire que c'est une déformation systémique, peut-être même congénitale, que celle de ce régime de violer ainsi systématiquement toutes les constitutions qu'il a, de toute façon fait passer contre la volonté populaire et par la fraude électorale. Rappelons aussi que le choix, qui se veut tactique mais qui reste cousu de fil blanc, de mettre le MAC et Rachad
dans le même sac a été dicté par le calcul scélérat de faire une association d'idées entre le MAC et Rachad. Ainsi, quiconque oserait dire du MAC qu'il n'est pas un mouvement terroriste, que le régime n'a apporté aucune preuve sur ces graves accusations, se mettrait de lui-même et de facto parmi les mercenaires et les ennemis de l'Algérie qui tentent de faire exploser l'unité nationale. Et de facto aussi, dans l'imaginaire collectif, de tous ceux qui ne se foulent pas les méninges et qui ne font même pas appel au simple bon sens populaire, Rachad est subliminalement amalgamé avec le même MAC dont il devient le frère jumeau est-terrorisme, sont le moindre début de la plus petite preuve. Et tout ça, en usant d'une procédure illégale du point de vue juridique et constitutionnel algérien, puisque ce même Haut Conseil de la sécurité de la République algérienne démocratique et populaire n'est pas en droit de décider, mais seulement de donner un avis. Nous ne le dirons jamais assez. Vous voyez un peu la confusion, le mélange des genres et la tchakchouka. Un régime incapable de respecter sa propre constitution, qui en viole outrancièrement un article parmi les plus importants et qui fait prendre une décision par un organe consultatif, tel que précisé par la même constitution, qui décide donc de classer deux mouvements politiques comme organisations terroristes sans aucune preuve et qui use de cette décision pour mettre des citoyens en prison, lancer contre eux des mandats d'arrêt internationaux et qui formule contre eux des demandes d'extradition. Extradition dont il sait parfaitement qu'il n'a pas une chance sur 1000 milliards de les obtenir. Mais comme c'est destiné à la cuisine interne, il ne crache pas dans la soupe. Tout est bon dans le mouton, n'est-ce pas ? Le Haut Conseil de sécurité viole la Constitution. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons avec nous Mourad Yefsah, consultant senior en système d'information, membre fondateur du CCAF-PAX, Comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Mourad Yefsah, merci d'être là. Merci pour l'invitation, M. Jamal. Boukhalifa Ben Mamar, journaliste, militant des droits de l'homme. Boukhalifa, merci d'être là. Bonsoir Jamal, merci pour l'invitation. Merci, bienvenue à vos invités et aux auditeurs et aux téléspectateurs. Docteur Nora Bekouche, qui va nous rejoindre bientôt, médecin et surtout hirakiste.
je vais même tenter de dire hirakiste et médecin, plutôt que médecin et hirakiste. Et avec nous, nous allons recevoir tout à l'heure Mohand de Cheraga, qui a l'habitude de nous appeler par le standard. Comme à chaque fois, nous invitons pour une courte intervention un citoyen algérien depuis le pays. Et donc, nous allons commencer avec mon jeune confrère, Qassi Chaban. Alors, quoi de neuf, Qassi ? Rebonsoir Jamel-Dine, rebonsoir aux invités, aux téléspectateurs, téléspectatrices. Ce soir, Liberté qui revient sur le phénomène des haragas, les inondations en Algérie avec TSA, El Watan qui revient sur le décès de l'ex-chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Mais on parlera surtout des réseaux sociaux et aussi sur l'affaire d'Ali Rediri. On parlera aussi des réseaux sociaux et si on a le temps, une caricature de Dilem qui rend hommage à la rentrée scolaire, notamment en Kabylie. Donc Liberté à l'écran. Le phénomène de la harga prend des proportions alarmantes. Stop l'hémorragie, voici le titre aujourd'hui. Les vagues migratoires se suivent à une cadence soutenue, faisant passer des milliers de jeunes Algériens de l'autre côté de la Méditerranée. Vendredi à dimanche dernier, on vous le disait encore il y a quelques jours, c'est plus de 80 embarcations qui sont arrivées dans les eaux d'Almeria, de Murcie ou d'Alicante et des îles Baleares, transportant plus de 1500 personnes, dont la grande majorité, malheureusement, nationalité algérienne. Le bilan donc est rapporté toujours par Francisco José Clemente Martin, membre du Centre international pour l'identification des migrants disparus. Le nombre de haragas sur ces 1500 qui apparemment n'ont pas été arrêtés dépasse facilement les 500, c'est ce qu'il dit. Malheureusement, 4 décès ont été enregistrés parmi les haragas, dont un n'a pas été identifié. Autre tragédie, vous en parliez Jamel-Dine il y a à peine 2 jours. Vendredi dernier, embarcation partie de Boumerdes avec à son bord 15 personnes en direction des îles Baléares. Eh bien, un seul survivant a été retrouvé, 13 d'entre eux sont portés disparus et un corps sans vie a été repêché. L'ONG attend toujours de confirmer si c'est un chavirage ou c'est une arrestation sur la terre ferme d'Espagne. Plus de 80 interventions médicales liées notamment à des fractures à l'hypothermie. On constate que les haragas n'embarquent plus seulement des côtes ouest de l'Algérie, mais prennent également de plus en plus notamment depuis Alger ou Boumerdes ou encore les plages d'Oran que vous connaissez certainement, des criques de Christelle ou de Ténès entre autres. Mais Chaban, ça a toujours été le cas, sauf pour Alger. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'embarquement à partir de l'Algérois, mais à l'est et à l'ouest, ça a toujours été le cas. À l'est, en direction de l'Italie, et à l'ouest en direction de l'Espagne. En tout cas, c'est ce que constate cette ONG, un constat aussi dramatique, la présence de plus en plus significative de femmes parmi les haragas pour plusieurs raisons, notamment donner une meilleure vie à leurs enfants, parfois elles sont aussi enceintes, ou alors tout simplement rejoindre leur mari. Quelques chiffres avant d'arrêter sur les haragas. En 2020, l'Espagne a enregistré l'arrivée de 41 000 migrants au total, dont 11 200 de nationalité algérienne, 23 naufrages, 230 haragas algériens malheureusement ont trouvé la mort. Concernant les disparus, ils seraient aux alentours de 89. Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies en 2021, pour 2021, eh bien, en mai dernier, le nombre d'Algériens qui ont rallié les côtes méditerranéennes de l'Europe dépasse les 10 000, notamment jusqu'à fin avril. Ce sont bien évidemment que des statistiques puisque nous n'avons pas les chiffres réels. TSA, inondation en Algérie, le prix de l'incurie et de l'incivisme. Premier jour de la rentrée, premier jour d'automne, première pluie et premières inondations en Algérie. Une fatalité pour les villes algériennes à chaque fois. Donc c'était hier, une quantité de pluie tombée importante, certes, mais ses effets sont disproportionnés. L'autoroute d'Alger à Tipaza a été fermée, énorme bouchon. Donc à chaque fois, ce sont des entonnoirs submergés, une circulation perturbée. La grande nouvelle... Des avaloirs. Oui, j'ai dit. Des entonnoirs. Des avaloirs submergés, pardon, merci. Au moins, je vois que vous suivez, Jamel-Dine. La circulation est perturbée. Toute la ligne du tramway s'est retrouvée sous l'eau. Et la première nouvelle hier, c'est l'aéroport d'Alger qui malheureusement était inaccessible. Heureusement, cette fois-ci, aucun dégât humain. Vous en parliez longuement ici, plusieurs facteurs. Le nettoyage, mais aussi les plans d'aménagement du territoire qui souvent ne prennent pas en compte ces situations, ou encore l'incivisme aussi des Algériens. Mais c'est surtout les malfaçons fautives d'entrepreneurs véreux qui donnent beaucoup de corruption pour pouvoir être réceptionnés, se faire réceptionner des travaux qui sont très mal faits. Et ça se passe dans tout le pays, en fait.
Ce n'est pas propre à l'algérois. Alors, ce que peut dire, par exemple, le temps passe vite, mais ce qu'on peut lire, par exemple, sur des réponses officielles, notamment dans les hautes autorités de l'État, la responsabilité aux collectivités locales, les wilayas, notamment par la négligence de leurs responsables ou faute de moyens matériels. Pour les spécialistes, nettoyer coûterait pas cher du tout. Mars 2020, 10 morts, 5 enfants. 2008, 40 morts. En 2001, c'est 1000 morts. Je rappelle que la réponse qui avait été donnée en 2020 par le ministre, notamment des ressources en eau, les avaloirs, quelle que soit leur capacité, ne pouvaient pas absorber les quantités de pluie tombées en un laps de temps réduit. Voilà la réponse. Vous en avez longuement parlé hier. Alors, vous allez en parler certainement ce soir. L'ex-chef d'État, Abdelkader Ben Salah, donc, est mort aujourd'hui, paix à son âme. On va revenir sur les réseaux sociaux. Vous allez voir ce que disent quelques réseaux sociaux. Fahima Aïtsad qui nous dit « Ils nous ont gâché nos après-midi ». ENTV, donc notamment avec cette actualité. Damia Dam qui dit « À suivre, quand est-ce qu'on sera débarrassé de tous ces vieux ?» C'est ce qu'elle dit, en parlant certainement, en faisant allusion à Abdelaziz Bouteflika. Mounir Khadaramina qui dit « Même sous terre, ils voulaient être en clan. Mahmoud Boudraren qui dit « Ils se sont soignés dans les hôpitaux coûteux aux frais de la princesse pour assurer leur longévité pendant que les enfants du peuple souffrent et meurent en plein jeûne avec à l'image des jeunes brûlés, des incendies notamment de la Alvan Nathiraten qui attendent toujours leur transfert d'ailleurs à l'étranger. » Moi j'ai lu un commentaire génial sur Facebook, qui est un peu dur, hein, je m'excuse par avance. Il a dit « Jamais 203 ». Voilà. Ce sont certains commentaires d'ailleurs qui viennent de votre page. Jamaldine, concernant toujours Abdelkader Ben Salah, Alel Chachou qui dit je prie pour celui qui a causé du manque d'oxygène est mort, celui qui a causé du manque d'un médicament est mort, celui qui a causé une malnutrition est mort, celui qui n'avait aucune raison de mourir sauf qu'il était là où il ne fallait pas. Voilà, on remet là on le rend responsable notamment concernant un certain nombre de difficultés pour le peuple algérien. Rapidement, le temps passe. Ali Rediri, qui lui est très soutenu. Par contre, vous allez y revenir puisque son procès a lieu aujourd'hui. 7 ans donc requis. Son avocat donc parle d'un réquisitoire sans fondement. Juste une information, vous avez été très nombreux à nous parler de ce Houssine Gasmi. C'est Gasmi Houssine qui est accusé d'avoir usurpé l'identité d'un certain Gouasmi Houssine et d'avoir dirigé le parti politique avec ce nom. Il n'a rien à voir avec notre collègue. Et pour terminer, Jamaldine, juste peut-être deux soutiens. Lahlou Mohamed, pourquoi cet acharnement contre lui, injustement condamné à 7 ans de prison mais qu'est-ce que vous attendez d'une injustice du téléphone? Voilà ce que nous dit Momo Barkat. Merci Qassi Chaban ou Chaban Qassi. Et je vous dis à demain. Vous allez céder la place à notre amie Nora qui va arriver. Mais nous allons d'abord recevoir Mohand de Shrega. Merci d'être avec nous, Mohand. Bonsoir, M. Brichinouf. Merci pour votre invitation. Merci, c'est un plaisir. Bonsoir à tous les spectateurs et à vos invités. Merci beaucoup. Alors, Mohand, qu'est-ce qui se passe avec ces inondations, avec cette rentrée scolaire un peu très particulière, j'allais dire? Ce qui se passe avec la rentrée scolaire, les inondations, c'est parce qu'on n'a pas un État qui gère ce pays. Rien ne fonctionne dans ce pays normalement. Tout est en débandade et il n'y a rien d'étonnant. Qu'est-ce qui peut nous étonner? Il n'y a rien d'étonnant. Les malades du Covid, ils sont morts par manque d'oxygène. Les gens sont morts par le feu parce qu'il n'y a pas de Canadair. Et vous voulez que le reste marche. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Oui. Voilà. Mais comment expliquez-vous ces inondations alors qu'il n'y a relativement que très peu de pluie comparé à certains pays? C'est même pas le 20e, le 30e. Il suffit de quelques gouttes pour que... C'est pas Alger, c'est toute l'Algérie qui souffre de ces malfaçons fautives des avaloirs. Comment expliquez-vous cette catastrophe? L'explication, il n'a même pas plus une heure durant. Hein. C'est même pas une heure. On a des habitudes où il pleut 4-5 heures, mais cette fois-ci, même pas une heure, et tout est inondé. Parce que il n'y a plus personne qui fait son travail. Les gens, les pauvres travailleurs, ils sont mal payés, ils ont d'autres problèmes, la vie est trop chère pour eux, etc., etc. Et rien ne fonctionne comme il se doit. Voilà. Le pays ne fonctionne plus. Le pays ne fonctionne.
Et pour cette rentrée scolaire, avec cette flambée des prix, non seulement à la consommation, mais aussi des fournitures scolaires, des habits, des chaussures, comment font ces familles qui sont entrées en précarité, j'allais dire qui ont basculé dans la misère, comment font-elles ces familles pour faire face? Chacun se débrouille comme il peut. La catastrophe est tombée sur tout le monde. Il y a travail, le chômage, le dinar il a dégringolé au point un jour pour avoir un sac de marchandises, il faut une brouette d'argent. Voilà où on va. Nous allons tout droit vers le mur. Nous allons tout droit vers le mur. Voilà. Et quelle marge de manœuvre a un peuple devant des dirigeants qui ne répondent aux revendications pacifiques que par la violence? Que voulez-vous que les gens fassent? Les gens ils n'ont que le pacifisme pour protester, et ce pacifisme nous conduit directement à la prison. Les prisons sont pleines, et maintenant les haragas, c'était par des centaines, maintenant c'est par des milliers, et si ça continue comme ça va être par des millions. Nous avons des dirigeants qui ne répondent pas par la sagesse. Ils ne savent pas ce que c'est que la sagesse. Ils ont divorcé avec la sagesse pour pouvoir reprendre langue avec le peuple et voir comment faire fonctionner ce pays. Eh bien, ils préfèrent mettre les gens en prison. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Mohand de Chraga, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci. Mourad Yafsah, nous avons le choix aujourd'hui entre plusieurs sujets, des haragas, le Haut Conseil de sécurité, M. Rdiri, le général Rdiri qui passe en justice, procureur a requis 7 ans de prison. Il en a déjà fait 2, je crois, ça fait presque 2 ans. Les inondations, il a suffi qu'il pleuve quelques gouttes pour que ça soit quasiment la Bérésina, c'est une catastrophe incroyable. Et M. Ben Saleh Mahet Rabbi Rahmou, qui a été président durant cette période, après l'annulation du 5e mandat, donc cette période transitoire constitutionnelle, il a été malgré tout chef de l'État. On a décidé pour lui de mettre les drapeaux en berne. Mais d'abord, je vais accueillir Dr Noura Boukouche. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité. Bonsoir Jameldine. Bonsoir à vos invités. Puis bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, Mourad. Oui, je pense que c'est dommage parce que là, c'est un ensemble quand même de choses qui sont, comment dirais-je, malheureuses pour le pays, pour les Algériens. Mais je pense que pour ne pas trop tarder, c'est nécessaire peut-être de creuser un peu plus profondément les raisons de ces catastrophes. Parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement qu'il y ait donc des décès de gens qui viennent juste de quitter, de manière d'ailleurs, je ne sais pas, le pouvoir. Ils sont tellement âgés. Normalement, dans des pays normaux, ils ont pris leur retraite depuis une vingtaine d'années, et puis là, ils arrivent, la machine biologique a fait son travail, et puis malheureusement, nous ne sommes pas dans ce type de pays. La même chose pour les inondations. Je pense que ça me fait rappeler, toute cette discussion, ça me fait rappeler, moi, ce que faisait mon père, Allah yarhamou, c'est au mois d'août, il nettoie tout autour de la maison. Voilà. Et nous avons prévision une maison des pluies. Au bord de la route, donc il y a effectivement un fossé. Il le nettoie, mais complètement, durant tout le mois d'août. Ce qu'on appelait à l'époque le curage. On curait les fossés, les canalisations. Effectivement, à l'époque, oui, je me souviens aussi, dans les années 70, il y avait encore le service des ponts et chaussées au niveau des APC. Il y avait des entreprises. Il y avait des entreprises communales, il y avait des entreprises wilayales, il y avait des entreprises nationales.
chacune selon sa spécialité, effectivement, donc faisait les travaux au moment qu'il faut, parce que tout ce nettoyage, il fallait le faire au mois de juillet, au mois d'août, pour préparer. Les travaux, quand on fait des travaux à des entrepreneurs, des appels d'offres, avant de réceptionner les travaux réalisés et de les payer, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la réception des travaux. Il y a un service technique chargé de vérifier effectivement d'une façon très rigoureuse. Exactement. Or, aujourd'hui, on réceptionne des travaux qui généralement, il y a même eu des cas où il n'y a même pas de canalisation, il y a juste le dehors, quoi. Quand vous regardez dans une ville comme Alger, Alger est une ville qui est particulière, qui est donc construite sur une colline, même un peu plus, où il y a beaucoup de ruisseaux. Il y a beaucoup de... Oui. Eh ben, tous ces endroits-là qui, à l'époque, effectivement, donc, ils remplissaient leur rôle naturel, donc de drainer donc, les fortes pluies, ben, il y en a énormément qui ont été bouchés par des constructions illicites autorisées. C'est-à-dire que c'est le cas de Babloued. Quand vous voyez de grandes bâtisses à quelques dizaines de mètres d'un ministère, même d'un ministère de la Défense, mais ça veut dire que non, il y a de vrais problèmes. Je pense pour un peu, parce que pour aller en détail, il faut du temps, mais je pense que le replâtrage qui a été décidé dans le cadre donc, de la démission forcée de Bouteflika n'a pas marché. C'est-à-dire que les institutions qui ont été mises en place, qui sont venues soi-disant pour régler les problèmes, pour travailler, pour... nouvelle. Aujourd'hui, par en bas, toutes les questions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit la question de l'école, que ce soit la question du pouvoir d'achat, que ce soit la question du travail, que ce soit la question donc, des routes, etc. Ben, partout, ça remonte effectivement des problèmes qui sont dus au fait que nous n'avons pas de dirigeants qui dirigent ni qui travaillent. Et ça, ce sont les millions d'Algériens qui le payent. Et c'est pour cette raison que vous avez commencé par dire quelque chose qui est très, très, très intéressant. Vous revenez sur la question du HCS. On va y arriver. Je prévois qu'on reste pour le moment dans les inondations, dans cette médiocratie systémique de choses qui marchent de travers. Tout marche de travers. Moi, je pense que le lien que je voulais faire, c'est que l'État algérien, qui a été construit autour de l'armée, c'était un État militaire, dictatorial, dont la légitimation a pris une forme donc, de mise en place d'institutions de façade civile, mais qui était faite, mais vraiment un costume cousu sur la taille d'un homme qui s'appelle Boumedienne. Et toutes les institutions lui étaient rattachées. Le HCS, en quelque sorte, c'est une réplique du Conseil de la Révolution. Dans le cadre le Conseil de la Révolution, il avait un pouvoir de décision. Là, c'est un organe consultatif. Mais ça, c'est la façade. Oui. Ça, c'est la façade. Oui. Ensuite, la légitimation du pouvoir par Boumedienne en instituant donc une nouvelle assemblée, en instituant donc un gouvernement, etc. Donc, le Conseil de la Révolution, quelque part, quand on regarde un peu comment il est composé, etc., ben, il ressemble un peu au HCS, c'est-à-dire que c'est là où il y a tout le pouvoir. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est le cas, mais Boukhalifa. En fait, les catastrophes, si tant et soit peu qu'on peut les qualifier de catastrophes, ne sont que la mise à nu de tout ce qui aurait dû être anticipé en amont. On peut comme ça convoquer l'histoire et dire qu'on a eu ce qu'on a eu, ce que Mourad faisait allusion, ce que nous on appelait à l'époque les ponts et chaussées. Oui. C'était l'entretien de... Nous on disait le Boussissi. Voilà. Et je peux vous dire que moi je garde un souvenir assez impérissable d'un ancien maquisard d'El Hussein Ben Younes, que Dieu ait son âme, qui
qui a été directeur d'une entreprise qui faisait travailler du personnel aux 3/4 handicapés, mais qui s'acquittait quand même de toutes ses tâches. Parce qu'il savait quand même faire tourner, il savait manager les hommes, et on voyait quand même très très tôt, nous, le nettoyage, l'entretien des abords de la voirie se faisait à l'année, pas uniquement Mais à l'été. à ce moment-là que vous évoquez, les années 60, 70, il y avait un semblant d'État. On ne pouvait pas imaginer des travaux réalisés par un entrepreneur véreux qui puissent être réceptionnés. Ce n'était pas possible. Mais même s'il prenait à gauche et à droite, il ne le faisait pas sur la qualité de travail. Même s'il donnait des pots de vin à ceux qui lui donnaient des marchés, il les donnait sur ses bénéfices, pas sur la qualité des travaux en eux-mêmes. Alors, moi, je ne pourrais pas parler d'avant les années 80, mais je pense qu'à partir des années 80, il y a eu quand même on a commencé à institutionnaliser toute cette pieuvre de corruption autour de ce qui pouvait s'apparenter marché. Donc il ne faut pas oublier qu'au début des années 80, il y a eu des scandales sur la réalisation des blocs de collèges, d'écoles, des on immeubles détournait d'habitation. encore plein de choses. Par contre, tout ce qui a été réalisé comme infrastructure dans les années 70 répondait quand même aux normes. Absolument. Voilà, répondait aux normes. Et la corruption n'était pas aussi systémique. Elle n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, parce que d'abord, les enjeux n'étaient pas aussi importants. Et puis, le peu d'entreprises privées qu'il y avait à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et l'encadrement, c'est toujours l'encadrement. Aujourd'hui, quand on voit que Ali Haddad a été président du FCE, du FCE, du patronat, des capitaines d'industrie, qu'il a bénéficié de largesses extrêmement larges de type océanique sur des projets, il a perçu de l'argent sur des projets qui n'ont même pas vu le jour aujourd'hui. En milliers de milliards. Donc lui n'est qu'un lampiste, c'est un maillon d'une chaîne de corruption autrement beaucoup plus profonde, beaucoup plus large et qui est assez diffuse comme ça dans la société. Mais pour dire aussi, il y a aussi quelque chose qui est très important, si vous me permettez de le souligner, c'est que j'avais dit que les solutions de replâtrage, ce n'est que la feuille de vigne avec laquelle, dans l'iconographie, Ève et Adam essaient de cacher la misère. Absolument. Vous prenez pas seulement la misère. Vous prenez le Grara du côté de Ardaya. Dans les années 80, c'est un fleuve qui débordait. Il y a même un artiste de renom qui en a fait les frais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que l'État, au sens où aujourd'hui il doit faire face, l'État est incapable de faire face, de répondre aux besoins de la société. Mais est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est une médiocratie? Je pense que c'est un système qui n'a plus ses attributs véritables de l'État. À plus forte raison, comme vous venez de le préciser, qu'il a créé autour de lui une sorte d'oligarchie financière très médiocre comme celle de Ali Haddad, dont on prévoit maintenant de les libérer en contrepartie d'une restitution de l'argent. On essaiera d'en parler tout à l'heure si nous avons le temps. Mais je me permets de passer... Oui, allez-y. Rapidement. Oui. De toute façon, ce que ça met en évidence, c'est que un État central a montré ses limites structurelles pour gérer, pour endiguer, pour apporter des réponses aux besoins des citoyens. Je pense qu'une autonomie beaucoup plus large aujourd'hui sur les territoires qui constituent l'Algérie est une solution aujourd'hui à considérer avec... Mais ce n'est pas un État central, Boukhalifa. Non, c'est un système... Mais mafiocrate, médiocrate, vous ne réglerez rien. Si vous allez maintenant vers l'autonomie des régions dans la situation où nous sommes aujourd'hui, vous n'allez plus avoir une mafiocratie nationale, vous allez avoir des mafiocraties régionales. Non, on ne commence pas par la fin, on commence d'abord par instituer un État véritable, système propre, vertueux, et puis là, si les gens veulent aller vers le fédéralisme ou la régionalisation ou l'autonomie, ce serait autre chose. Mais je pense que c'est une réflexion à creuser dans le sens où
il y a aussi des expériences qui ont été menées dans d'autres configurations semblables aux nôtres, pas uniquement parce que ce n'est pas un besoin d'autonomie pour l'autonomie, c'est les citoyens qui aujourd'hui ne peuvent rien attendre de cet État. Dans la configuration où il ne faut pas oublier qu'on a hérité de la configuration de l'État central colonial. Qui est resté. Jacobin, comme ils disent, voilà, très centralisé. Mais qui ne met en valeur... Mais il y avait la notion d'État, alors que là, c'est pas un État. C'est une mafiocratie. C'est au mieux une médiocratie. Vous savez, au décès de Boumedienne, on a eu quand même des milliardaires qui sont sortis dans ne sais où. Oui, oui, absolument. Mais quand on regarde dernièrement tout ce qui a été divulgué au travers des différents oligarques et généraux, on voit bien qu'effectivement donc cet État, loin d'être un État central, était bien un ensemble donc je dirais d'institutions dont certaines factions, à la tête desquelles il y a des généraux, avaient la main mise, chacun son secteur. Absolument. Il n'y a pas d'État central, pas du tout. Un État central, à l'époque de Boumedienne, effectivement, il y avait un État central et tout était rattaché à lui. Oui. À la disparition de Boumedienne, le costume, il n'y avait aucune personne à qui pouvait aller le costume. Et ça à ce jour. Et bien sûr, déjà que ce n'était pas vertueux du temps de Boumedienne, c'était une dictature, rappelons-le. Mais c'était un système... C'est une dictature militaire, un État central, avec à la tête un homme qui détenait tous les pouvoirs, déjà de fait, avant donc de légitimer son pouvoir, et ensuite constitutionnel, à partir du moment où il a fait voter la Constitution de 1976, où il avait tous les pouvoirs. Oui, oui. Mais les autres après... C'est devenu une mafia, un État avec des institutions et des factions qui se en façade. Des institutions avec des factions qui se disputent le pouvoir actuellement, jusqu'à aujourd'hui. Nous allons peut-être en parler. Nora Bekouche, en été, il y avait des pénuries d'eau. Il n'y avait plus d'eau dans les robinets. Pourquoi ? Parce que... en plus d'autres problèmes, de la sécheresse, toutes les adductions d'eau potable, quasiment toutes, du pays, à 80% sont défectueuses. Et c'est le même problème, parce que les entrepreneurs étaient indélicats, qui réalisaient n'importe quoi. Et l'eau de pluie qui tombe du ciel, qui aurait pu être retenue dans des retenues collinaires, des barrages, déperdition à 70%. 70% de l'eau de pluie retourne à la mer. Elle n'est pas captée. Et là, on passe en hiver, en automne, la saison des pluies. Et là, en plus de la pénurie d'eau qui continue, il y a toujours de la pénurie d'eau, il y a maintenant des inondations, il suffit qu'il pleuve. C'est quoi cette malédiction ? Comment faire pour essayer de faire face, ou du moins de dénoncer ce qui se passe ? Oui, c'est une malédiction qui s'appelle le pouvoir en place. Ouais. C'est notre... parmi tous les points que vous avez cités, le point commun, c'est ce régime en place. C'est un régime, quand vous commencez à bâtir une maison, si vous ne faites pas les fondations, solide et bien, c'est une maison avec, comme on dit, un peu de vent et elle est partie. C'est ce qu'on vit actuellement, depuis des années. Mais là, c'est vrai que c'est aussi le ras-le-bol, je pense aussi des Algériens, parce que les inondations, on les a toujours vécues. Parce qu'on est toujours dans un système de bricolage, parce qu'on vit dans un pays où toutes ces ressources partent ailleurs. Une poignée de personnes qui se servent et qui laissent le peuple sans rien du tout. Donc ils n'ont rien construit. Au moins à l'époque coloniale, si on parle des Français, la France, au moins, ils n'aimaient pas les Algériens, mais ils aimaient l'Algérie. Ils l'aiment encore jusqu'à présent. Rien que de voir un pied noir parler de l'Algérie, donc ces gens-là, je ne sais pas. Et il faut leur reconnaître une chose, ils se levaient tôt le matin, ils allaient au travail. Ah oui, mais tout ce qu'on a, les hôpitaux, les routes, les anciennes routes, des
théâtres. Les villes. D'ailleurs, ils ont, oui, les villes. D'ailleurs, même quand là, si on prend des villes, moi je prends Skikda par exemple, comme ça, les années 80, elle était plus belle que maintenant. Les cinémas n'existent plus, le théâtre, qui est une bâtisse formidable, qui est vraiment délaissée et tout. Et donc là, c'est les conséquences de. Ça veut dire qu'ils sont pires que le colonialisme. Ah non, mais oui. Vous êtes en train de nous dire ça. Ils n'aiment pas les Algériens, donc le rachis, comme ils disent, parce qu'on n'est pas citoyen pour eux. Et puis eux, ils habitent ici. Leurs familles sont ils là. Ils habitent ici, ils se soignent ici. Les études de leurs enfants ici, se soignent ici. Ou peut-être aussi dans des écoles privées, comme on a vu à la télé, la rentrée scolaire avec des... Ils ont leurs écoles privées. Peut-être à Alger. On nous a dit hier qu'ils passent même le bac français là-bas. Ouais, la plupart de leurs enfants passent le bac français. L'Algérie, c'est juste la vache à lait. On prend tant qu'on peut et après, de toute façon, notre vie, la vie de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, elle est assurée. C'est terrible. Un système, il y a des médiocraties un peu partout dans le monde. Mais oui, il y a un minimum de normes, il y a un minimum pour ne pas que ça explose. Alors que chez nous, il n'y a rien qui fonctionne. Rien. Ni la santé, ni l'éducation, ni l'urbanisme. Un architecte est passé chez moi il y a quelque temps, dans mon émission. Il m'avait dit il n'y a pas d'urbanisme. 70% des nouvelles constructions depuis les années 70 sont construites sur des lits de WED. C'est incroyable d'entendre une chose pareille. Les travaux publics, les bâtiments, c'est quasiment tout faux. Les rames, mal réalisé, le train, la Algérie, la CNAN, le tourisme, il n'y a rien qui fonctionne. Rien, absolument rien du tout. Mais je vais peut-être choquer. Oui. Pour moi, personnellement, le premier responsable, ce n'est pas ce régime. C'est nous. Absolument. C'est nous. Quand en face, tu as des gens, tu as des personnes passifs, au lieu d'être acteurs de leur présent, de leur futur, de leur destinée, ils sont juste simples... C'est dur de le dire. C'est dur aussi, vous savez, quand un régime subversif, prédateur... Mais j'aimerais qu'on en parle. Hein. Il corrompt les gens, il les divise, il les dresse les uns contre les autres. Il a des cercles périphériques de corruption. Il y a même la corruption de masse. Les gens sont arrivés à pouvoir se nourrir sans travailler. C'est tout ça qu'il a construit patiemment, laborieusement. Oui, parce qu'ils ne sont pas peut-être... C'est pas un régime, je dirais, intelligent, mais rusé, futé, qui sait ce qu'il veut. Subversif, absolument, destructeur. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est pour ça que même, je dis la réalité de nous, depuis 62, on est complice de cette situation. Malgré nous. Malgré nous, avec nous, en association aussi. Il faut pas que, chacun se met devant ses responsabilités des fois par le silence, des fois parce qu'on voit des choses. Et c'est vrai que par peur, même si on n'a pas profité du système, on n'est pas corrompu parce que tout le monde n'est pas corrompu. Et heureusement d'ailleurs, l'espoir reste quand même, mais on est chacun d'entre nous a une part de responsabilité dans ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas aborder cette question sous cet angle, parce qu'il faut y aller à la racine du mal. Parce que dans un foyer, quel qu'il soit, quand il y a une maladie, une pandémie, c'est pas ceux qui la contractent qui sont responsables. Ce sont soit ceux qui ont apporté le virus, donc il faut y aller chercher l'origine, et puis aussi ceux qui n'ont rien fait pour empêcher sa propagation. Donc la question, c'est à l'origine donc, de cette situation de gabegie, de despotisme, de corruption, etc., il y a vraiment une couche sociale dès 1962,
il avait raison, Boukhalifa, tout à l'heure, de parler, donc, de dire que c'est un État qui a été construit sur les restes de l'État colonial. Je pense que c'est même pas sur les restes, sur l'État colonial, une couche superficielle par-dessus laquelle des gens qui sont issus, bien sûr, qui sont issus de la Révolution, mais aussi d'autres qui n'ont rien à voir avec la Révolution, se sont accaparés des mêmes instruments du système colonial pour établir un État militaire, dictatorial, et dont l'un des ressorts pour discipliner la population, c'est la corruption. C'est ça à l'origine. Mais ils ont réussi. À l'origine. Non, mais la question, c'est que quand vous discutez aujourd'hui, encore, il reste encore des maquisards qui n'ont jamais demandé d'attestation. Jamais. De vrais maquisards. Et il y en a d'autres qui en ont acheté. Oui. Il y en a d'autres qui en ont acheté. Et c'est des centaines. À ce jour, à ce qui paraît, il y a encore des gens qui se font des attestations. Donc c'est ça. L'origine, c'est premièrement quel État, pour quelle République et pour quelle nation. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'origine du mal. Je pense que le citoyen, quand il est mis devant le fait accompli, vous prenez un citoyen aujourd'hui, dans n'importe quel endroit d'Algérie, il a 5, 6, 8, 10 enfants qu'il doit scolariser. Il n'a pas de boulot, il n'a pas de salaire, etc. Mais à votre avis, comment il va faire? Ils sont en train de faire le choix. J'achète pour qui de mes enfants? Non, mais c'est qu'il va faire le choix, d'accord. Mais en tous les cas, à un moment donné, il est mis dans une situation où il a une obligation de faire face aux besoins de ses enfants. Et donc il va se battre. Donc, c'est quelque chose de... Il y a un très bon livre qu'a écrit Anwar Ben Malik, qui s'appelle... alors, le titre ici en France, il est un peu vulgaire, mais il a changé son titre en Algérie. J'ai oublié le titre en Algérie, c'est celui d'ici. Et il raconte effectivement, durant les années 45-50, lorsqu'il y a eu la fameuse famine, et la discussion entre un bandit à l'époque, qui rencontre un jeune fils d'une famille paysanne qui a fui la montagne et qui est venu en ville pour chercher donc du travail, etc. Et il lui explique effectivement, donc pour se défendre, pour effectivement trouver les moyens donc de survivre. Et là, il explique l'origine du banditisme, mais c'est vraiment... Moi j'adore cet écrivain parce que il explique certains phénomènes sociaux de manière romanesque. Et je pense qu'on est dans cette situation-là. On est dans cette situation Quelqu'un m'a dit un jour, nous sommes des corrompus par légitime défense. Peut-être ça, c'est vrai. Je ne suis pas entièrement d'accord. Enfin, je suis en partie d'accord avec vous, pas entièrement. Parce que si on repart dans les années, enfin à partir de 62, c'est vrai que là c'était un costume taillé, machin, tout ce que vous voulez. Néanmoins, nos parents, ou ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie et même juste l'indépendance, il n'y a pas eu une transmission de la vraie histoire, parce que nos papas, nos mamans connaissaient certaines choses, mais ils avaient peur d'en parler avec leurs enfants. Avec l'école, l'histoire, elle a été aussi réécrite, comme ce régime voulait. Donc, ce qui fait que c'est après, avec l'âge, qu'on commence un petit peu à chercher et tout. Pour revenir juste, vous avez dit, le papa de 6, 8, 10 enfants doit se battre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quel combat il va mener, ce père ? C'est lequel? C'est toujours le combat que son père a mené pour lui. C'est en fonction le combat de la baguette de pain et du sac. C'est ça le combat qui, pour ses enfants, justement. Ben justement, si on pense à nos enfants, le combat est autre pour moi. Donc, c'est pas la baguette du pain. C'est celui c'est celui de la liberté. C'est celui de l'Algérie, comme nos chouhada l'ont imaginé forcément. D'un état de droit. D'un état de droit, oui. Que chacun retrouve sa citoyenneté, au sens parce qu'on n'est pas
Citoyen, c'est quoi? On ne l'est pas. Voilà, on ne l'est pas. C'est vraiment de retrouver d'abord sa citoyenneté, être considéré comme citoyen, être considéré comme algérien, avoir des droits, et après avoir ces devoirs-là. Donc ça, c'est, je pense que justement, les papas et les mamans, d'ailleurs, les mamans d'abord, et ensuite les papas, de penser à leurs enfants. Vous voyez quand même, Jamaldine, ce qui est récurrent et redondant, si je peux me permettre, c'est toujours la construction du récit national qui s'est bâti sur un mensonge, sur des mythes qui n'ont pas lieu. Quand on fait une approche sociologique ou anthropologique de la situation algérienne maintenant, là où je peux diverger un peu avec Mourad, c'est que je pense qu'il y a quand même une sécularisation à marche forcée qui est en train de se faire en Algérie depuis une vingtaine d'années. C'est surtout l'économie qui la force aujourd'hui. Vous avez quand même un niveau d'instruction, peu importe sa qualité, peu importe l'appréciation qu'on en fait, mais vous avez un niveau d'instruction par femme en Algérie qui est quand même beaucoup plus élevé qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ans de cela. Aujourd'hui, une femme, quand elle est instruite, elle ne peut pas... La proportion des femmes diplômées est beaucoup plus importante que celle des dans hommes. le supérieur. Et toute proportion gardée, en parallèle, dans les CSP supérieurs, elles sont quand même beaucoup plus présentes. Elles sont toujours sous-payées, bien sûr, mais une femme qui est dans cette configuration, qui est au four et au moulin, ne peut pas faire au-delà de 2-3 enfants. C'est ce qui est, par rapport à la génération de sa propre mère, un tremblement de terre déjà, et même un Big Bang. Je pense qu'il y a énormément de phénomènes qui se télescopent, qu'il y a lieu d'analyser quand même de façon un peu différenciée, pour arriver à comprendre. Mais la matrice du régime, elle s'est bâtie sur 2 fondements. Dans un cours, je ne me souviens plus dans quelle année j'ai pu l'avoir, on a défini le pouvoir à l'image du dieu Janus, c'est-à-dire avec les 2 faces. Donc le pouvoir dans un contexte démocratique a une face où il intègre et il a une phase de coercition, c'est-à-dire il exerce son autorité. Chez nous, la partie d'intégration n'existe pas. Donc il y a une phase qui a pris le dessus sur l'autre. Donc notre pouvoir est coercitif. Parce que ça... Et corrupteur, oui, aussi. On en arrive. Surtout. C'est-à-dire que surtout. Un pouvoir qui est essentiellement coercitif donc, finit par développer, donc, de manière dialectique, ces phénomènes. Donc le pendant de la coercition à outrance, c'est la corruption. Ouais. La corruption, donc, parce qu'elle permet de maintenir cet état de fait, et donc, ces 2 phénomènes qui se nourrissent mutuellement. On peut le développer, Les incompétences qui ont pris les têtes des services. L'Algérie a fonctionné jusqu'à il y a un passé pas très lointain parce qu'il y avait des compétences qui étaient encore à la tête dans les wilayas, dans certains ministères, donc ils ne laissaient pas passer. Mais à un moment donné, comme tu as fait tout à l'heure allusion à l'horloge biologique, ces personnes-là sont parties. Vous imaginez, j'ai un ami de Skikda avec qui j'ai passé mon service militaire, il m'avait, dans une image qu'il avait peinte comme ça, j'ai eu à un moment donné une vision d'horreur, mais il a dit que c'était la réalité. Il m'a dit au lendemain de l'indépendance, il m'a dit le tissu urbain algérien laissé par les Français a été pris en main par je pèse bien mes mots, ce sont ces mots, il disait a été pris par une mentalité pastorale. Parce qu'il y a eu un exode rural massif provoqué. Il a été provoqué. Moustapha Al-Sharaf en parle, il parle de rurbanisation. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que juste avant 5 ou 6 ans avant 62, il y a eu des camps. Oui. Il y a eu des camps de concentration en Algérie, on a pris les gens, on les a ramassés, on les a sortis de leur village pour couper les ponts avec les maquisards. Absolument. Ces gens-là ont connu la famine. De regroupement. Oui, ces gens-là ont connu la famine. Oui. Michel Rocard en a témoigné, c'est quelque chose qu'il a consigné, donc il a incarné à un moment donné cette conscience. Et ça, on le lui doit.
chose aucun mouvement politique dit de gauche de l'époque n'a dénoncé. Absolument. Alors que ça a été fait sous la gauche en France. Absolument. Voilà l'un des paradoxes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, la reconquête de la citoyenneté. Je ne dirais pas la reconquête, c'est la conquête, parce qu'on n'a jamais été des citoyens. Absolument. Donc je pense qu'il y a lieu les combats qui nous attendent d'ores et déjà, c'est la conquête des territoires de la citoyenneté. Alors, et nous allons d'abord commencer par parler, en restant dans cette optique justement, de la légalité, de la constitutionnalité, de la légitimité, de cette histoire de Haut Comité de la sécurité, de ce monsieur qui présidait par Tebboune, dont la Constitution précise clairement organe consultatif. Et dans l'article 197, il le dit clairement, donne son avis sur toutes les questions relatives. Alors que dans le communiqué présidentiel, on ne sait même pas si l'ordonnance a été prise ou s'ils se sont contentés de cette décision du Conseil constitutionnel. Il dit clairement, le Conseil a décidé dans ce cadre de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles. C'est incroyable. On prend 2 organisations politiques, elles valent ce qu'elles valent. On les qualifie de terroristes sans aucune preuve, pas l'ombre d'une preuve. Et on décide ça par quoi ? Par une institution consultative. Mourad. Oui, je pense que ça démontre plusieurs choses. Ça démontre premièrement la réalité du pouvoir, où il se trouve. Ça, je pense que c'est pas une découverte. Mais ça démontre aussi une chose, c'est qu'ils ne le cachent même pas. Avant, ils avaient quand même quelques juristes. Donc, avant de promulguer un texte comme celui-là, parce que c'est quand même une décision d'un organe institutionnel, etc. Donc, normalement, il doit passer par un service. Il y a des juristes qui vérifient les références, etc., la rédaction. Et ça veut dire qu'il n'y a même pas ça. Il y a même pas ça. Non, mais c'est au niveau c'est pas au niveau de l'élaboration du texte que ça cloche. Le texte, il est bon. Mais c'est au niveau de l'application. On demande à un organe consultatif de décider de classer des mouvements en organisation terroriste. Et il n'y a pas un avocat en Algérie, je m'excuse, je n'attaque pas les avocats, mais je relève seulement, qui aurait brandi ce texte. Il dit « Mais au nom de quoi vous avez mis mon client en prison en l'accusant d'être maquiste ou rachadiste ?» C'est pas un mouvement terroriste, puisque votre Conseil de sécurité n'est pas habilité à décider qui est terroriste et qui ne l'est pas. La question n'est pas une question... C'est à la Cour constitutionnelle d'intervenir. Mais la question... J'allais dire par référé, si ça existe, je ne sais pas. Mais la question du pouvoir, la question de décision, en Algérie n'est pas une question ni de légalité, ni de légitimité. C'est une question de force. C'est un pouvoir de fait. Si vous vous souvenez, c'était le chef d'état-major qui avait demandé à ce que les élections soient convoquées, à ce que le corps électoral soit convoqué pour le 15 septembre, je crois. Oui. Le 15 septembre, il faut qu'il décide. Et ça a été fait, exactement. Donc, on est dans ce système-là. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir de fait qui, effectivement, dans certains moments où il peut respecter certains usages, une certaine façade. Bon, effectivement, il le fait, mais sinon, il ne s'embarrasse pas de ce... Le fait du prince. C'est la dictature. Nous sommes dans un État dictatorial. C'est un État qui n'a pas... Je ne suis pas d'accord avec ce que disait Bouhalfa avec deux façades. Il a une seule façade. C'est un État coercitif, c'est un État dictatorial, c'est par la force. Il n'y a aucun contre-pouvoir, aucun. Le peuple algérien ne contrôle pas, il n'a pas la souveraineté, il subit le pouvoir. Et ses représentants, le Sénat, l'APN... Non, mais est-ce qu'ils représentent le peuple ou non? Mais l'APN, le Sénat, telles que toutes les institutions qui ont été mises en place dans le cadre
du processus de légitimation du pouvoir militaire en Algérie à partir de 1976. Toutes ces institutions-là, quand on regarde, qui ont été toutes élues à 90-99%, mais c'est une vraie comédie, c'est pas vrai. S'il y avait le contrôle du peuple, il n'y aurait pas eu ce niveau de corruption. Vous avez des directeurs d'entreprise qui a un salaire de 10 000 dinars par mois et qui devient milliardaire. Mais on les connaît, ils habitent dans les mêmes quartiers où ils sont issus du même village que nous. Vous avez des gens qui ils travaillent dans une entreprise de distribution du ciment. Moi, je connais quelqu'un qui a fait l'école avec moi. Il n'a pas eu son bac, il a été travailler dans une entreprise. Mais il est milliardaire. J'étais prof à l'université, il était agent dans cette société, milliardaire, il avait construit au vu et au su de tout le monde. Mais c'est pas quelque chose c'est fini. C'est-à-dire que l'État algérien a pour base 3 principes, 3 règles. La première règle, c'est la force, la violence. La deuxième règle, c'est le népotisme. C'est les amis, etc. On est d'accord, quartier ou de la famille, etc. Troisième règle, c'est les privilèges par la corruption. Ce sont ces 3 règles qui sont à la base. Et pourtant, vous dites l'État algérien. Moi, je ne dis jamais l'État algérien. Moi, je dis le régime, le système. Il est faux de dire qu'il s'agit d'un système ou d'un régime. Un système, c'est une abstraction. Un système, il s'incarne dans des institutions concrètes, matérielles, qui sont les composantes essentielles de l'État. On ne peut pas définir. Un régime, c'est la forme que prend à un moment donné, ces institutions de gouvernance pour effectivement décréter les différentes lois, les différentes, etc. C'est le cas. Non, là c'est... Un État, pour moi, c'est un système vertueux, qui a des institutions qui ne soient pas de façade, qui a des principes républicains, ou même pas républicains à la limite. Des États corrompus, il y en a dans le monde entier. Des États. Pourquoi le fait de changer, de passer de Boumediene à Chadli, de Chadli, etc., ça ne change rien, parce que l'État est là. Même s'il n'y avait pas de Sénat avant, ils ont rajouté le Sénat, ils ont rajouté le chef du gouvernement, ensuite Premier ministre, etc. Ils ont rajouté plein de choses. Mais le problème, ce n'est pas de rajouter ou d'enlever. Le problème, c'est l'origine du pouvoir. Est-ce que c'est le peuple qui a le pouvoir de contrôler, la légitimité, de contrôler et donc d'édifier un État avec des institutions légitimes? Je pense qu'il faut revenir à l'origine de moi je ne casse pas la tête. Moi, je ne dis pas État. Moi, je dis un régime. Ça me semble moins noble. Vous pouvez changer de régime comme vous voulez. Oui. Comme vous voulez. Parce que je ne connais pas de régime je ne connais pas de régime vertueux. Je ne connais pas de régime. C'est une connotation. Quand on dit régime, forcément, c'est une mafiocratie ou une médiocratie. Quand on dit État, ça suggère de la vertu, ça suggère de l'institutionnel, ça suggère de la solennité, c'est solennel, c'est... Oui, je suis assez d'accord. Pour moi, un État, c'est des institutions. Donc, ce n'est pas des personnes. C'est déjà, il y a les bases de l'État. C'est ça. Sinon, c'est un rabat. Là, c'est comme on vit. C'est qui elles sont où même la PN, le Sénat, mais... Ils sont voilà, ils sont là. Donc, pour moi aussi, État, c'est un mot important. État. Oui. L'État algérien. Quand tu dis État, je ne peux pas dire l'État algérien. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution. Il y a des personnes, il y a un groupe de personnes. Des clans, des régimes, même mafia, étymologiquement, si on cherche, la définition, elle est plus noble
que ce régime-là. Mais bon, je rajouterais peut-être à ce que monsieur, voilà, ce qu'il a dit, moi je rajouterais le mépris du peuple, comme quatrième, là, la force, le népotisme. J'aimerais juste dire une chose, parce que c'est une discussion importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent sur la question de l'État. On revient à la biologie. Un être humain qui ne peut pas reproduire, que ce soit une femme ou un homme, à partir du moment où il a une fonction qui n'est pas comment dirais-je, fonctionnelle, il ne cesse pas d'être un homme. Absolument. Et c'est un être humain. Ouais. La même chose, un État. Un État qui n'est pas vertueux, ce n'est pas parce qu'il n'est pas vertueux que ce n'est pas un État. Ce n'est pas parce qu'une institution n'est pas vertueuse, n'est pas propre, qu'elle cesse d'être une institution. L'Assemblée nationale algérienne est une assemblée nationale. Vous pouvez ramener dans cette assemblée les meilleurs citoyens du monde. Ça sera toujours une institution croupion qui recevra des ordres d'en haut et qui fera ce qu'on lui demande. Moi non plus. Ouais. Si. Institution. Alors, juste moi, je crois que c'est être injuste avec les mots que de dire de certains, c'est le président, c'est un député, c'est un sénateur. C'est la fonction. D'ailleurs, chez nous, ils ne disent pas sénateur, ils disent sénator. Si, qui m'a dit Mohamed, Nator, Lientar. Pour vous dire un peu l'imaginaire qu'il y a. Peut-être Boukhal va sur ce concept. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on s'enlise dans un débat sémantique. Oui, mais on ne va pas mettre longtemps. Oui, mais je pense que ce qui est extrêmement important, d'abord... peut-être sur au Conseil à la sécurité. Hein. Ah oui, surtout. Oui. Je pense que là, il y a un problème de fond. Il faut le signaler. C'est un organe consultatif. Donc ces prérogatives sont fixées dans un cadre constitutionnel. Maintenant, ce qu'il y a lieu de vérifier, est-ce qu'il y a eu une ordonnance qui a confirmé les recommandations de ce Haut Conseil. D'ailleurs, tous les procès qui sont intentés aux militants qui ont été raflés, je pèse le sens du mot en Kabylie, n'en déplaise à certains chargés de mission ou des VRP du système qui veulent nous présenter ces gens-là comme étant des gens brillants de mon rang d'ailleurs, qu'on veut nous présenter comme des réseaux actifs, de soutien actif ou passif de réseaux terroristes du MAC ou de Rachad. Donc là, au-delà du problème de formalisme juridique et de fond, ça participe aussi vous savez, c'est comme si on replongeait dans la préhistoire, on va aller voir un homme préhistorique qui vit sa condition de troglodyte, vous lui donnez un four micro-ondes. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Vous savez, le pouvoir algérien s'est approprié depuis 5-6 ans un arsenal juridique qui s'est posé aux démocraties occidentales. C'est-à-dire que aux États-Unis, depuis le 11 septembre 2001, il y a comme ça un fond de voix qui susurre aux citoyens américains de renoncer un peu à leur liberté au profit de leur sécurité. C'est le contrat social. C'est ce qui s'est fait un peu en Europe, c'est ce qui s'est fait un peu en France et tout. Mais à la limite encore là, c'est des sociétés où ça se débat. Chez nous, non. Chez nous, depuis 5 ans, depuis 2014-2015, tout l'arsenal juridique, il ne faut pas oublier, on a fait une émission une fois là-dessus sur la criminalisation du journalisme. Oui. Vous vous souvenez quand même, ça s'est fait à l'époque de Bouteflika. Voilà. Donc, on est en présence on a instrumentalisé la justice, les services de police depuis... Mais Boukhalifa, en l'occurrence, ils sont en train de mettre des gens en prison parce qu'ils appartiennent à des organisations terroristes sur la base d'un texte qui est fondamentalement illégal, anticonstitutionnel. Ce n'est pas un texte. Ils le font sur une base. Ils le font sur une base de. Attends. Ils le font sur une base de recommandation qui a été faite. Mais ce n'est pas une recommandation, non, justement. Non. Que... Le communiqué de la présidence, il dit clairement, est décidé
Au Conseil de la sécurité, a décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste des organisations terroristes. Vous savez, Ce n'est pas une recommandation. Recommandation, il serait resté dans ses attributions. Oui. C'est une décision du Haut Conseil de sécurité de classer Rachad et le MAC comme organisation terroriste. Et sur cette base, ils sont en train de mettre des gens en prison. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a un état de déliquescence. Vous vous souvenez du ministre du Tourisme 24 heures plus tard qui a sauté parce que... Oui. Voilà, ça fonctionne comme Même ça. pas 24 de la heures. justice, vous avez des gens qui sont libérés et en cours les rattraper. Oui. Vous avez le témoignage d'Amira Bouraoui Oui. Oui, oui. qui dit elle a été relâchée à 17h, en rentrant chez elle, elle était sur le trajet du retour. Elle se fait alpaguer. Pourquoi? Et puis à un moment donné, l'officier de la PJ qui était là lui dit écoutez, je suis désolé, c'est pas moi, mais c'est-à-dire qu'il y a un tel état de déliquescence que on ne doit pas s'en étonner. Par contre, je pense que quand on est conséquent en tant que militant, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'ordonnance dans ce sens. Parce que quand il y a une ordonnance, c'est-à-dire qu'il y a le président qui porte la responsabilité de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire qu'il assume... Sur les recommandations, c'est même pas sur les recommandations, sur la décision du Haut Conseil. Non, à la limite, la décision. C'est-à-dire que le président, je ne dirais pas élu, mais le président de fait Désigné. est en train de se défausser, en quelque sorte. Sur un organe consultatif qui n'est pas censé prendre de décision. Voilà. Alors, nous allons essayer d'aller un peu vite parce qu'il ne reste plus de temps. Juste une précision. Mais je vous demanderai d'être très dynamique, très vite. Sur ce point-là, Oui. je pense qu'il y a aussi le fait que dans le code pénal a été quand même amendé, dans lequel il a été rajouté donc un article 87 bis qui énonce donc cette question donc d'instituer une liste de personnes et d'organisations terroristes. Oui. Donc il y a ensuite derrière un ensemble donc comment dirais-je d'actes juridiques tels que donc le code pénal. Il y a aussi donc je pense deux ordonnances par rapport donc au MAC et Rachad qui ont suivi cette décision. Mais ce n'est pas normal. Parce que moi je ne suis pas juriste. Mais c'est un simple étudiant en droit, vous l'expliquerez, première année. Ça veut dire qu'un organe consultatif émet des recommandations, des avis. Exact. Et sur cette base-là, le président de la République aurait pu, lui, prendre la responsabilité, soit de légiférer par ordonnance, soit de faire une proposition de loi au Parlement pour ensuite... Mais généralement, par ordonnance, il a le droit, puisqu'il y a un organe consultatif qui lui demande de classer ses... Mais cet organe consultatif ne peut pas décider exact. Même s'il est présidé par le président. Est-ce que c'est une erreur? Erreur voulue? C'est de la médiocrité. Ils ne savent rien faire. C'est des gens incompétents. Parce que pourquoi ils se privent... Je laisse un point d'interrogation, personnellement. Mais pourquoi ils se privent de quelque chose qui est toute simple, qu'ils auraient pu faire passer légalement? Aujourd'hui, même les gens à qui ils demandent des extraditions, ils pourraient venir leur dire demain, mais attendez, votre demande est formulée sur la base d'une procédure illégale, anticonstitutionnelle, votre propre constitution. Mais peut-être pour enfoncer Tebboune, justement, j'en sais rien. Mais Alors nous allons essayer de voir quelques points. Je vous demanderai d'être très rapide pour essayer de parler de tous ces sujets. Les haragas. Haragas, c'est l'explosion, c'est la flambée. Voilà. Maintenant, le haragas, ça atteint des summums. Oui, la seule période où on n'avait pratiquement pas, c'était la période du Hirak, 2019. Mais si on parle, là tout à l'heure, peut-être Chaben a dit l'hémorragie, enfin les titres et tout, mais l'hémorragie, elle y est depuis... parce que c'est vrai qu'on parle de Haraga, c'est non, là c'est des pics. Hein. C'est des là, pics, c'est en train de monter très fort. Parce que les gens sont... Il n'y a plus d'espoir. Quand quelqu'un n'a plus d'espoir, des jeunes qui sont... il n'y a pas que des jeunes. Il y a des femmes, des hommes, des fonctionnaires. Oui, tout le monde veut partir. Des enfants, en bas âge. Des dames d'un certain âge. Oui, c'est incroyable. Oui, il y en a qui partent pour eux. Il y en a justement qui partent parce qu'ils espèrent un meilleur avenir pour leurs enfants.
C'est malheureux. Néanmoins, l'hémorragie Haraga, c'est vrai que mais ceux qui sont partis, il y a aussi il y a le risque parce qu'il y en a qui périssent malheureusement dans la Méditerranée. Il y a quelques jours, au large de Boumerdès. Paix à leur âme, c'est sur ces gens-là que Wahadit Arham Aliham, Juz Aliham Rahma. Mais il y a aussi tous les départs aussi qu'on oublie, peut-être aussi qu'on doit se pencher sur ça, un départ, on va dire, régulier, enfin d'une situation régulière, et ça aussi. Hémorragie. Absolument. Hémorragie. Surtout depuis des années, même maintenant. Donc, voilà. Oui, je pense que c'est vrai, mais c'est un indicateur. C'est un indicateur. Quand on lit, par exemple, moi je regarde un peu l'Office national des statistiques algériennes, donc il ne publie rien depuis quelques années. Les dernières publications, c'est 2013, 2014, 2012, etc. Mais on est dans un monde actuellement où on essaye non seulement de mesurer des choses qui sont mesurables, mais on essaie d'approcher, y compris donc comment dirais-je, l'état d'esprit du citoyen, de sa satisfaction par rapport à une institution, par rapport à une loi, par rapport etc. Alors que nous, on mesure pas, donc on mesure pas l'état de désespérance. Donc non seulement de la jeunesse, mais de toute la société. Et je pense que malheureusement, on va le dire comme ça, c'est un indicateur qui fait que, oui, ça veut dire que si on a 1 millier de haraga durant ce mois d'août, ça veut dire que c'est des dizaines de milliers d'Algériens qui sont dans une situation intenable. Ça veut dire qu'on est au bord d'une implosion au pays. Je pense que n'importe quel responsable devrait être alerté et bien entendu prendre des mesures immédiates, urgentes et importantes. Et le problème, c'est que en lisant la presse, par rapport à ça, il n'y a rien. Lorsqu'on aura des responsables, rien. Pour l'instant, on n'a rien. Je pense qu'il y a deux aspects dans cette question. Il y a la tragédie humaine qui est liée au pays d'origine, conditions politiques, conditions sociales. Et puis, ce phénomène migratoire, il faut l'appeler... parce que moi, je n'aime pas trop utiliser haraga parce que ça cache aussi l'envers du décor. Parce que ce phénomène migratoire, il se fait pour des raisons multiples. Il se fait parce que les conditions économiques et sociales pour vivre en Algérie ne sont pas bonnes. Les conditions politiques n'ont jamais été bonnes depuis l'indépendance. Donc ce phénomène-là, il a toujours été plus ou moins contrôlé par l'État jusqu'à la mort de Boumedienne. Et après, c'était la déflagration. On se souvient des gens qui venaient faire leurs études qui n'en repartent pas. On les comprend tout à fait. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un phénomène aussi, et là c'est le mensonge à l'échelle mondiale. Je vais me permettre juste de vous donner quelques chiffres de l'OIM. Donc le nombre de migrants total, jusqu'en 2019, sur tout le territoire mondial, il y avait plus de 280 millions. Ce sont des migrants, ils ont un statut de migrants. Ce qui veut dire à peu près que entre 3,5% de la population mondiale sont des migrants. Ce qui est quand même énorme. Ils ont mesuré quand même le montant des transferts de ces migrants et de la diaspora vers leur pays d'origine, uniquement sur l'année 2019. Donc, ça dépasse les 717 milliards de dollars. Ça, c'est les fonds qui ont été transférés. Les migrants qui envoient de l'argent vers leur pays d'origine. Voilà. Et ces gens-là, le nombre de travailleurs migrants dans les pays qui sont, entre parenthèses, riches, il dépasse les 160 millions. Donc il y a quand même deux aspects de ce problème-là. Ce n'est pas uniquement un phénomène, ce n'est pas un appel d'air qui est fait d'une zone géographique des pays du Sud vers... Non, c'est parce que tant qu'on ne prend pas la pleine mesure à une échelle beaucoup plus importante, on ne parle pas uniquement des conflits, on se focalise sur la période où la Libye est tombée parce que c'était une digue. Vous savez aujourd'hui ce que réclame l'Europe aux pays de la rive sud de la Méditerranée, c'est juste de constituer des digues pour qu'ils puissent contrôler ce flux. Vous
Ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas de l'arrêter. Il y a une hypocrisie là-dessus. Il y a une hypocrisie là-dessus. Vous sortez aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle terrasse parisienne, vous rentrez dans un café ou dans un restaurant, soyez sûr qu'au moins les 2 tiers du personnel ils viennent d'ailleurs, d'une part, et d'autre part, sont payés au noir. Les Uber qui livrent les livreurs. Alors, le Conseil de sécurité, ça vient de tomber. Le HC, à rectifier Non. Alors, il a encore décidé. Hein, le Conseil a décidé de fermer immédiatement l'espace aérien algérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'à ceux portant un numéro d'immatriculation marocain à compter d'aujourd'hui. Alors, il ne reste plus de temps. C'est un dernier tour de micro. Le mot de la fin, 1 minute pour chacun. Mourad. Oui, moi je voudrais parler d'une journée pour le Hirak qu'on a l'intention d'organiser ce samedi 25. On en a entendu parler. Oui, donc c'est 25 avec donc des militants de Hirak, des représentants d'organisations qui ont participé à l'organisation des activités. Donc là, on se donne l'occasion le samedi donc, de débattre, de discuter. Ce samedi. Donc samedi matin, il y aura une table ronde avec des responsables d'organisations. Donc discuter. Ça va se passer où ? À Bourse du Travail de Saint-Denis, c'est la salle Marcel Paul. À partir de 9h30, 10h, on va commencer la table ronde. Et l'après-midi, on invite 2 historiens algériens qui ont publié donc 2 livres. Vous êtes à l'écran, hein, on est en train de défiler. Allez-y. Oui. Donc on invite donc deux historiens algériens qui vraiment, moi j'ai lu leur ouvrage. Très intéressant, donc à Ali Gnoun, donc qui a publié donc un très beau livre. Il revient sur la question donc de la crise, pas seulement de la crise de 49. Hein, il revient un peu sur cette question-là donc du débat dans le mouvement national sur la question de la nation, etc. Et puis Najib Sidi Moussa, lui aussi, donc il revient avec un ouvrage. Sur les dissidences algériennes, il publie donc des déclarations, des textes d'organisation de l'opposition depuis 1962, donc qui sont plutôt donc des organisations qui sont plutôt classées à gauche. Et donc on va retrouver beaucoup de textes du PRS, de l'ancien ORP, des travailleurs migrés, de l'OST, de GCR, du PAX, etc. Donc très intéressant parce qu'on voit effectivement comment, depuis le début, la caractérisation de l'État algérien, la caractérisation de ses institutions, et comment petit à petit, donc jusqu'à... Eh bien, nous y serons. Voilà. Nous y essaierons. Avec eux, par contre, on va aborder un thème qu'on considère important, c'est les questions nationales non réglées et le Hirak. Et c'est plus qu'1 minute, ça. C'est à votre crédit. Hein. Pardon. Alors, Nora, en 1 minute, s'il vous plaît. En 1 minute, une énorme pensée à toutes les victimes directes ou indirectes de ce régime. Allah yarham al-jami'. Également une énorme pensée aux détenus. De vous porter sur votre voilà, t-shirt. c'est liberté à tous les détenus d'opinion. Oui. Et Brahim qui est au plus mal. Libérer Brahim La'lami, il est en danger de mort. C'est un jeune Algérien qui espérait également la liberté. Il n'a rien fait. Il a demandé l'avènement d'un état de droit. Absolument. Et donc, liberté, une énorme pensée à la maman de Brahim La'lami, que j'embrasse très très fort. Je pense, et malgré tout, elle doit être fière de son fils. Et on l'est aussi. Donc, voilà. Et peuple, à la femme algérienne, moi je vais m'adresser à la femme algérienne. Femme algérienne, prenez vos responsabilités. Il faut que chaque femme algérienne puisse prendre sa responsabilité. Merci. Le mot de la fin pour le coup. Je voudrais juste quand même dire qu'il y a encore des blessés des incendies de l'été de la Kabylie qui étaient en attente de transfert vers l'étranger à Alger. Donc là aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, donc il y a 2 personnes qui ont rejoint malheureusement la longue liste des victimes. Et je pense que j'ai été contacté ce matin par un groupe d'activistes pour qui j'ai énormément de sympathie parce qu'ils travaillent. Ils ont dit qu'à partir de demain,
qu'ils allaient prendre sur eux un engagement clair, que tout responsable algérien qui va transférer sa fille ou sa belle-fille ou sa femme, qui allait accoucher en France, donc il mettrait la liste, il rendrait la liste publique de ces gens-là, puisqu'on refuse de transférer des gens qui ont été grièvement brûlés. Pas grièvement brûlés, mais je pense qui ont été brûlés. Donc toute la lumière reste à faire sur ces incendies et toutes les victimes à qui il va falloir de toute façon, ce n'est pas de la réparation, mais je pense qu'aussi, même dans leur malheur, elles ont droit à la dignité. Merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Nora Bekouch, merci Mourad Yafsah, merci Mohand de Charaga. Merci à vous, chers amis, de nous avoir prêté votre attention. Qa'ala khair, salama.